Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode Les Héros de la Vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Raphaël Masson. Raphaël, salut. Salut à toi. Alors Raphaël, je te pose la même question qu'à tous mes invités. Pourquoi aujourd'hui les auditeurs doivent-ils t'écouter sur un sujet autour de la vente? Très concrètement, ça fait 8 ans que je suis dans la vente. Avec l'agence, on a généré plusieurs dizaines de milliers de mails de prospection. On a fait beaucoup d'A/B testing. Et aujourd'hui, je pense qu'on a pas mal de choses à apporter sur les nouvelles manières de prospecter de manière automatique, mais aussi de manière personnalisée pour augmenter ses taux de réponse et autres. Ok, tu peux nous dire deux mots sur ton agence actuelle et qu'est-ce qui t'a amené à créer cette agence, d'où tu viens, en quelques mots? Ouais, avec plaisir. L'agence Grand Voile, on est une agence de gros hacking spécialisée en B2B, donc on fait que du B2B. Gros hacking, gros marketing, on reviendra dessus plus tard, je pense. Moi, ça fait, comme je disais tout à l'heure, plusieurs années que je suis dans la vente. J'ai commencé par Education First, où je faisais de l'appel de préqualification. Donc j'étais dans un call center où on faisait 700, 800 appels par jour. Bonne école. Beaucoup de calls, toute une machine où en fait tu as une fiche contact qui se ferme automatiquement dès que tu as fini un appel et qui déclenche directement l'appel, donc tu n'as même pas besoin de composer le numéro. Et on faisait de la préqualification pour que des commerciaux par la suite fassent les appels de vente. Après ça, j'ai travaillé chez Trustpilot pendant 3 ans où j'ai commencé en tant que junior commercial, puis senior, puis stratégique. Donc c'est vraiment là où j'ai fait mes armes en B2B. Expérience super enrichissante où j'ai vraiment vu ce que c'était de travailler pour un SaaS avec une démo, un R1, un R2, une signature, de la négociation sur des petits contrats, des moyens et des grands par la suite. Donc ça, c'était très bien. J'ai pris un an sabbatique par la suite en Amérique latine, profiter des commissions que j'avais durement gagnées. Et ensuite, j'ai travaillé chez Shopify en tant que responsable partenariat. Donc là, on a vu un peu plus tout ce qui était vente indirecte. Donc, quand tu as un SaaS comme ça, tu as la vente directe, où tu vends directement à ton client, et la vente indirecte, où tu vas chercher à faire du lobbying auprès de partenaires pour qu'ils utilisent ta techno plutôt qu'une autre. Et ça, c'était vraiment très enrichissant. Et c'est là où j'ai commencé à faire mes armes en gros hacking aussi. On était 4 ou 5 à gérer plusieurs dizaines de milliers de clients. Donc, on avait des gros sujets d'automatisation. Et après ça, 2 ans dans une entreprise qui n'existe plus, dans la logistique e-commerce. Et là, on était 3 sur l'équipe française et on devait générer un maximum de clients. On avait l'ensemble du marché, on avait un marché avec plusieurs dizaines de milliers de clients potentiels. Et donc, ça a été beaucoup de grosses. Et après ça, j'ai créé l'agence il y a 1 an et demi. Ok, donc tu es passé quand même dans des belles boîtes, Shopify, Education First, Trustpilot, tu as touché à la prospection, au cold call, au growth hacking, donc c'est bien, tu es la bonne personne pour passer dans les héros de la vente. Aujourd'hui, tu voulais nous parler d'un sujet qui, à mon avis, va intéresser beaucoup d'auditeurs, c'est l'hyper-personnalisation et la nécessité de personnaliser ces campagnes de prospection, notamment parce qu'aujourd'hui, c'est la mode d'automatiser ces campagnes de prospection, mais ça pose des questions. Pourquoi tu voulais aujourd'hui nous parler de ce sujet? C'est un sujet que tu abordes avec tes clients beaucoup? Ouais, je pense que la meilleure manière de l'aborder, c'est de parler d'un échange que j'ai eu avec un de mes clients la semaine dernière. Ouais. Nous, on l'accompagne plus sur la partie stratégie, comment créer sa stratégie d'acquisition, etc. Et il travaille déjà avec une agence de prospection automatisée depuis 1 mois et demi. Et tu sais, c'est les agences qui facturent au rendez-vous. Donc, ils ne facturent pas à la prestation ou quoi que ce soit. C'est 150, 200 € le rendez-vous. Et ce qui est tout gagnant pour lui parce qu'il ne prend aucun risque. Il paye s'il y a des rendez-vous et puis sinon, il ne paye rien. Et il me disait, là, en 1 mois et demi, on a eu des résultats qui étaient un petit peu légers. On a eu 2 rendez-vous. Je m'attendais à plus. OK. Puis je lui ai demandé, tu as une visibilité un peu sur le nombre de personnes qui ont été contactées, le nombre de mails envoyés? Il fait, non, mais on a accès à un dashboard, donc on va le voir ensemble. Tu as une idée, devine le nombre de contacts qui ont été contactés pour générer 2 rendez-vous. 2 rendez-vous dans le mois. Alors, un bon ratio, ce serait 20 personnes contactées. Ça serait un excellent ratio. Ce serait un excellent ratio. Si tu me poses la question, j'imagine c'est pas un bon ratio. Je sais pas, une centaine peut-être? 9000. Ah oui, ok. 9000 personnes contactées sur une séquence de 4 mails. Ok. Donc, tu as 36 000 mails en 1 mois, 2 rendez-vous. Ah oui, donc ils ont spammé tout son marché.
pour avoir 2 rendez-vous. On est sur un taux de réponse positif, en l'occurrence, de 0,000. Je sais pas, on dirait Siri quand ça bug 0,0000000. Et en fait, je pense que c'est symptomatique d'une problématique qu'on a maintenant. C'est qu'on fait de la volumétrie. Donc là, c'est des noms de domaines qui sont achetés en Inde, c'est des séquences qui sont paramétrées depuis je ne sais où dans le monde. Et en fait, on ne joue plus du tout sur le ciblage de la prospection, sur la personnalisation. On fait juste de la masse en réduisant les coûts. Mais en fait, tout le monde est perdant là-dedans. Le destinataire qui se fait spammer, tout le monde est conscient maintenant de cette problématique. L'agence, c'est un business model qui n'est pas vertueux sur le long terme. Et le client, parce que quand on fait de la prospection automatique comme ça, on va acheter des noms de domaine qui sont similaires aux tiens. Et donc, ton nom de domaine, ton site internet va être vu par un grand nombre de personnes, mais pas de manière positive en fait. Ouais, et puis c'est vrai que peut-être depuis 10 ans, on a porté vraiment sur le devant de la scène tous les outils pour prospecter en masse. Et comme tu le dis, en fait, finalement, est-ce qu'il ne faut pas qu'on réfléchisse à des approches beaucoup plus qualitatives sur un nombre de cibles beaucoup moins importantes? Ce qui me permet d'arriver au premier chapitre de notre entretien, c'est comment tu fais et quels conseils tu peux donner aux auditeurs pour personnaliser. Alors toi, tu parles même d'hyper-personnaliser des messages de prospection. Et je crois que tu vas nous parler un peu d'IA dans ce chapitre. Ouais. Alors, tu peux nous expliquer un peu, toi, tes méthodes, tes préconisations sur ce sujet? Ouais. On a fait pas mal de prospection automatisée standard. Donc, grosso modo, une prospection automatisée standard par mail. Tu as quelques variables qui vont être le nom de l'entreprise, le nom de domaine, la personne, enfin le prénom de la personne, le nom de personne, etc. Tu peux pouvoir placer, en fait, il y a tout un jeu mental à faire où est-ce que je vais placer la personnalisation plus ou moins au début du mail pour avoir un bon taux de réponse. À côté de ça, donc ça c'est un extrême qui est personnalisé un petit peu mais pas trop. Et après, tu vas avoir un autre extrême qui va être toi, tu vas rédiger toi-même le mail. Mais c'est très chronophage, ça demande pas mal de temps, ça demande aussi... c'est un peu comme un muscle, hein. C'est-à-dire que le premier mail que tu vas écrire, ça va te prendre 30 minutes, puis le deuxième 29, etc. Et bon, tout le monde a du mal, beaucoup de monde a du mal avec ça, même si on peut voir qu'il y a une tendance, un retour vers cette méthode de prospection, parce que c'est comme celle qui génère le meilleur taux de retour. Nous, on essaie de trouver quelque chose à mi-chemin, où on va intégrer de l'intelligence artificielle, qui va faire tout le travail de scanner le profil de la personne, de préparer le message, et où on rajoute quand même de l'humain par-dessus pour nous assurer que le message est pertinent pour la personne qui le reçoit. Ok. Tu peux nous en dire plus quand tu dis j'utilise de l'intelligence artificielle, tu utilises quoi? Tu utilises un outil spécifique, tu utilises un outil maison, comment ça se passe? Tu vas peut-être pas vouloir nous révéler ta secret sauce, mais est-ce que tu peux donner un peu des billes Alors, il y a plein d'outils qui peuvent permettre de faire ça. Okay. Des outils français comme Humanlinker, il y a des outils américains. Humanlinker, ok. Ouais. Nous, on préfère faire notre petite sauce maison avec ChatGPT. Ok. Comment ça fonctionne? Bon, toujours la même chose, on va créer une base de données. Hein. Donc, tu vas voir quelle est ta cible, ton ICP, donc l'entreprise que tu cibles, ton persona, donc quelle est la personne de cette entreprise. Tu vas créer une base de données de, je sais pas, 50, 100, 200, 300 personnes. Et en fonction de ça, tu vas avoir en général les profils LinkedIn. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller scraper les profils LinkedIn. Donc, on va aller demander à un petit robot d'aller voir le profil LinkedIn et d'aller choper un maximum d'informations sur ce profil LinkedIn. Description du profil, les écoles qu'il a fait, son poste actuel, ses postes précédents, combien de temps il est resté dans ses postes, la description des postes, l'entreprise. On peut aussi demander au robot d'aller scraper le profil de l'entreprise. Donc, on va prendre toutes ces informations et on va l'alimenter à ChatGPT avec un prompt. Ce prompt, ce n'est pas du tout le même en fonction des clients qu'on peut avoir. C'est un prompt qu'on va complètement personnaliser en fonction de l'entreprise. Son service, son produit, son offre, son positionnement, etc. etc. Et c'est là où il y a un petit peu de travail, c'est au niveau du prompt engineering, c'est faire correspondre le bon prompt en fonction des choses qui ont été mises d'accord avec le client. Ok. Il va ressortir un message qui va être personnalisé. Néanmoins, nous, on fait toujours une relecture humaine par-dessus. Parce que, alors au début, c'était aux alentours de 10% des messages qui n'allaient pas. On arrive à réduire ce pourcentage au fur et à mesure, donc actuellement, il est plutôt à 5%.
Mais pour nous, c'est important de nous assurer que le message est pertinent pour la personne qui le reçoit. Ok. Si je prends par exemple un cas d'usage, tu as un client qui te contacte, il a une cible, allez, prenons une cible très classique, les DRH. Ouais. Toi, avec ton client, tu te dis, OK, est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur la cible, etc. On va avoir un robot qui va scraper ces cibles-là sur LinkedIn, c'est ça? Ouais. Ce robot-là, là aussi, tu utilises un outil sur le marché ou c'est un truc que vous avez développé vous-même? Alors, je ne sais pas si on peut dire du mal de certaines entreprises. Enfin, quelle est la logique qui nous a mené En fait, on a utilisé un des outils les plus connus sur le marché pour scraper des profils LinkedIn. Mais on a eu des problèmes avec cet outil. Okay. Grosso modo, en général, quand tu vas scanner, on va plutôt utiliser le mot scanner les profils LinkedIn, en général, on va te demander de te connecter à ta cookie session LinkedIn. Okay. Donc, ils vont venir en fait impersonnaliser ton profil LinkedIn et ils vont utiliser ton profil LinkedIn pour scanner. Et le problème, c'est que LinkedIn essaye de limiter au maximum ces choses-là. Donc maintenant, nous, on utilise un outil qui s'appelle Botster qui permet de scraper sans utiliser ton cookie session. Okay, ton cookie. Donc, c'est pour éviter de se faire sauter son profil par LinkedIn. Parce que sinon, tu es limité à 100, 110 scans par jour. Okay. Ce qui est OK quand tu es tout seul pour ta séquence à toi, mais quand tu es sur des volumes d'agence, c'est plus OK. Ouais. Et c'est aussi, on a trouvé, l'équipe est hyper cool, ils ont développé certains scraps exprès pour nous, etc. Donc voilà. Donc ça, du coup, ces informations-là arrivent dans un fichier, j'imagine, fichier CSV. Bon, peut-être que pour les auditeurs, ça peut paraître un peu technique, mais c'est aussi pour vous montrer la logique du growth hacking, en fait. Et ce fichier CSV, tu le donnes à ChatGPT. Ouais. J'imagine ChatGPT une version un peu premium où vous avez un peu travaillé. Alors, ça GPTs. Ouais. Nous, on n'a pas remarqué d'énormes différences entre le 3, le 4, okay. etc. Surtout qu'en fait, il y a un coût. Nous, on est connecté à l'API de ChatGPT. Ouais. Et l'API de ChatGPT fonctionne à un coût par crédit. Et ce nombre de crédits qu'ils utilisent est multiplié par 10 entre ChatGPT 3 et ChatGPT 4. Okay. Donc, quand tu fais un nombre d'appels important, ça augmente le coût. Donc, les deux possibilités sont offertes aux clients. Maintenant, il y a aussi la question de... Et vu que le résultat final ne change pas grandement et que dans tous les cas, il y a une relecture humaine par-dessus, on va rester sur ChatGPT 3. Okay. Et donc, nous, on a développé l'API de ChatGPT, mais sinon, il y a des outils. Alors, il y a un outil qui... En tout cas, qui faisait longuement, je ne sais pas s'ils le font encore, qui est Phantom Buster, oui. qui permettait de, et je pense qu'il le permet toujours, de en fait utiliser l'API de ChatGPT en personnalisant ton prompt. Ok, je comprends. Et donc un retour, c'est encore une fois un fichier CSV en effet, ouais. Ouais, en retour, tu obtiens en résultat final un fichier CSV avec les noms des personnes, leur lien vers leur profil LinkedIn. Et le message de prospection, ou les messages, j'imagine que vous envoyez plusieurs messages de prospection, et ça, tu le mets ensuite dans un outil de mailing, j'imagine, classique. Ouais, alors nous, on fait beaucoup de multicanal. Ok. Donc, pas que du mailing, mais oui, on l'intègre soit sur un message LinkedIn, soit sur un message mail, ouais. Ok, là, tu peux citer un outil ou vous avez votre propre outil aussi? Non. Bon, je peux en citer plusieurs, mais nous, on utilise Lemlist. Ouais, classique. La classique. La grosse machine fonctionne très bien aussi. Très bien super aussi, outil français. Enfin, Lemlist est aussi français, mais ils sont quand même... ils sont très orientés US. Ils sont forts, les Français, sur ces outils-là. Ouais. Phantom Buster, c'est français aussi. Ouais. Instantly, qui est un outil pure mailing, c'est suisse de tête. Wallaxy, c'est français aussi. Et c'est des outils qui ont une visibilité internationale. Donc, il y a vraiment une expertise de gros hacking en France qui est importante. Ok, merci pour être rentré dans le détail un peu des comment tu fais, les outils, etc. Donc ça te permet d'avoir des messages beaucoup plus personnalisés que le nom, prénom de la personne et l'entreprise. Est-ce que tu vois, si on parle un peu en termes de chiffres, est-ce que tu vois les ratios augmenter est-ce que tu peux nous donner un peu des chiffres quand tu fais cette technique-là de personnalisation avec une IA qui va aller un peu plus loin que juste changer des champs dans ton mail? On a fait entre x1,5 et x3 sur le taux de réponse. Taux de réponse, ok. Donc un taux de réponse qui était 2% avant, on montait à 6%.
En général, on a des campagnes qui font 4, 5, 6% de taux de réponse dessus. Il y en a certains qui vont me dire que c'est nul, il y en a certains qui vont dire que c'est énorme. C'est des chiffres à prendre avec des pincettes parce que ça dépend énormément en fonction de la cible, du produit, du niveau de concurrence, du positionnement. Enfin, si tu proposes des scans 3D pour les médecins et que tu es le seul dans le monde à le faire, tu vas avoir un taux de réponse de 20-25%. Ouais. Je parle d'expérience. Si tu es une agence de gros hacking et que tu utilises la technique des gros hackers, tu vas avoir un taux de réponse de 2, 3, 4%. Ouais, voilà, ça dépend du produit que vous vendez, du secteur et de la niche sur laquelle vous êtes. Ouais. Exactement, ouais. Ok. Mais écoute, c'est bien, tu t'as déjà donné des outils pour faire des campagnes plus personnalisées sur son mailing. En préparant cet épisode, tu voulais aussi nous parler d'autres hacks qui te permettent d'augmenter ces ratios. Ouais. Tu voulais nous parler notamment des vidéos personnalisées. Est-ce qu'on rentre dans ce sujet ou sur la partie IA, tu avais d'autres choses à donner ou... Non, je voulais faire rapidement le lien que ce que j'aime bien avec ça, c'est qu'il y a une relecture, enfin dans notre processus, il y a une relecture humaine. Ouais. Et donc du coup, envoyer des séquences de 10, 15, 20, 25 000 mails, alors c'est possible en effet, mais pour en avoir fait de la relecture de messages IA, ça demande déjà une forte concentration et tu n'as pas envie de passer ta journée à ça. Ouais. Et donc, je pense vraiment qu'il y a on arrive sur un top à un moment actuellement où on envoie trop de mails et que doucement, dans les prochains mois, prochaines années, on va revoir, en plus il y a de la réglementation qui arrive, etc., on va avoir moins de mails qui vont arriver et donc c'est pour ça que ces processus d'intelligence artificielle, pour moi, deviennent pertinents et aussi la vidéo, la prospection par vidéo. Ouais, ok, alors justement, rentrons dans ce sujet. Donc effectivement, moi j'en ai déjà parlé dans ce podcast n'hésitez pas à faire des prospections vidéo, mais peut-être, je pense que dans les commerciaux qui nous écoutent ou même qui ne nous écoutent pas, je pense que ce n'est pas vraiment une pratique qui s'est installée ou qui reste encore assez ponctuelle. Ouais. J'en ai fait, moi, par le passé dans ma boîte. Je pense qu'il y a peut-être des fondamentaux aussi à respecter. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que toi, tu préconises quand on veut faire quelque chose d'un peu différent et faire des vidéos, encore une fois, personnalisées et pas juste faire à un moment donné ce que proposaient des outils comme Lemlist où finalement tu as une vidéo où tu changes juste le logo de l'entreprise. Ouais. Et c'est la même vidéo pour tout le monde. Ouais. Ça revient toujours sur cette humanisation de la prospection. Moi, je prends toujours pour une prospection qui est à la fois multiformat, multifond et aussi multicanal. Donc multicanal, c'est-à-dire mail, LinkedIn, message LinkedIn, téléphone, plus postage pour certaines entreprises. Multifond, donc avec des messages de prospection très simples, des messages où tu vas envoyer un article de blog, des messages où tu vas inviter à un événement, etc. Et multiformat, audio, écrit, grosso modo, et vidéo. Et l'objectif d'utiliser ce multifond, multiformat et multicanal, c'est qu'il y a certaines personnes qui vont être très souvent sur LinkedIn dans ta cible, il y en a certains qui n'y sont jamais. Il y a certaines personnes qui sont très à l'aise avec le téléphone, il y en a qui ne le sont pas du tout, avec le mail, avec la vidéo, etc., etc. Et donc, en utilisant ce multiformat, multifond, multicanal, tu es sûr qu'à un moment, tu vas toucher la personne avec un format, etc., qui lui correspond. Dans les dernières années, on a vu beaucoup de vidéos. La vidéo, c'est un peu devenu le contenu roi. On le voit, on en parlait tout à l'heure avec LinkedIn qui est en train de lancer LinkedIn Fin. Et je trouve qu'encore très peu d'entreprises ont intégré la vidéo dans leur prospection. Oui, je pense que c'est encore une pratique très peu utilisée. Ouais. Et en particulier pour tout ce qui est agence digitale, tout ce qui est SaaS, agence de design. Il y a beaucoup de choses qui sont visuelles dans ce qu'on fait parce qu'on passe notre temps sur les écrans, sur les ordinateurs. Il y a beaucoup de choses qui sont visuelles. Et pourtant, notre prospection, pour l'instant, elle est très manuscrite et orale. Et elle est très peu visuelle. Exactement, ouais. Et donc, comment tu mets en place ce genre de prospection ? Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire de la prospection. Toujours, on va montrer notre visage. Okay. Alors, on va éviter du facecam, parce que le facecam, c'est un peu intrusif. C'est assez difficile de faire une vidéo de prospection facecam. Ça n'a pas trop d'intérêt. Donc, on va faire un vidéo screenshot, donc un loom, très concrètement. Un loom du site internet du client ou de ton produit si tu as un SaaS. Et néanmoins, ça reste important de voir ton visage. Ok, donc en gros, peut-être pour les auditeurs qui n'ont pas compris, c'est vous enregistrez l'écran de votre ordinateur, vous êtes sur le site de votre prospect et vous avez peut-être la vignette de votre visage qui apparaît en bas à gauche, en bas à droite, c'est ça. Ouais, et nous, on a
testé un peu du facecam, mais on a eu des moins bons taux de retour. Okay. Surtout qu'en fait, quand tu vois une vidéo de quelqu'un, enfin quand tu vois quelqu'un juste en vidéo, la photo, tu dis un peu c'est bizarre, qu'est-ce qu'il m'envoie. Par contre, si tu vois ton site ou ton profil LinkedIn ou un logiciel que tu ne connais pas ou que tu as entendu parler, bah, ça pique ta curiosité. Donc on est meilleur taux d'ouverture là-dessus. Okay. Ça, c'est la première chose sur le taux d'ouverture. Et c'est très important d'avoir le visage aussi, parce que, encore une fois, sur la prospection manuscrite au téléphone, on ne voit pas le visage de quelqu'un. Et ça a été montré, des études psychologiques ont été faites, que le fait de voir quelqu'un, de voir son visage, de voir comment il parle, de voir sa gestuelle, avec les mains, j'ai pas l'habitude d'avoir un micro, d'avoir sa gestuelle avec les mains, et bah, ça crée une connexion émotionnelle avec la personne. Et donc il y a un biais vraiment de confiance qui se crée, même si c'est que dans un sens. Okay. Et un dernier biais qui va se créer, c'est le biais de réciprocité. C'est-à-dire que si tu lui envoies une vidéo de 3-4 minutes où tu fais un audit de son site internet, où il prend le temps de te faire une présentation de son logiciel et pourquoi il correspond, etc., tu dis « Ah, il a pris le temps de le faire, etc. » Je vais quand même lui répondre. C'est être oui ou non, mais je vais prendre le temps de lui répondre, quoi. Et c'est vraiment ça que nous, on voit, c'est que sur nos séquences où on intègre de la vidéo, on a des taux de réponse, mais qui sont vraiment impressionnants. On parle de 15, 20, 25, 30% de taux de réponse. Alors, encore une fois, faut faire attention. Taux de réponse, ça ne veut pas dire oui. Oui, ça peut être non. Ça peut être un non. Mais c'est ce qu'on cherche en vente. C'est le oui ou le merde. Ouais. Est-ce qu'il y a une notion, j'imagine, qui vient en tête à tout le monde, c'est la notion de temps. Ouais. Combien de temps tu préconises sur une vidéo? J'imagine que ça dépend du secteur, du produit que tu vends, du client, etc. Mais j'imagine si c'est trop long, le client n'écoute pas. Si c'est trop court, il va se dire qu'est-ce que c'est que ça? Et combien de temps ça prend à un commercial ou à un growth hacker de faire ses vidéos? Combien de vidéos il peut faire par jour ou par matinée? Est-ce que tu as des chiffres à nous donner là-dessus aussi? Alors nous, on préconise des vidéos entre 45 secondes et 3-4 minutes max. Okay. L'objectif, c'est pas de faire un audit complet. C'est juste que, en général, tu vas parler à des décideurs. Ils n'ont pas 30 minutes à te donner comme ça, sans demander ou quoi que ce soit. On va préconiser aussi des vidéos où tu vas mettre un petit peu de contexte. Tu vas pas expliquer, donner directement que c'est arrivé sur le site internet. Tu vas dire, bah voilà, j'étais en train de regarder le site d'un de nos clients et puis j'ai vu que vous remontez avec vos ads Google. Et donc, je me suis permis de voir votre site. Et tu vois, de donner un petit peu une introduction et expliquer, faire un peu de storytelling en fait. Comment tu es arrivé sur le site du client, comment tu en es arrivé là. Ça, c'est important. Et après, moi, je recommande, c'est juste de faire de la volumétrie. C'est comme tes appels de prospection. Parce qu'au début, tu peux avoir tendance à faire une vidéo, à la regarder. Ah non, là, j'ai bégayé. Ah bah, j'en revois une. Etc. Et au final, une vidéo qui prend 3-4 minutes, ça t'a mis 2 heures à la faire. Alors qu'au contraire, c'est l'authenticité du bégaiement, c'est l'authenticité de dire « Ah mince, j'enregistrais, ah mince ». C'est ça qui va créer la connexion et de montrer que tout n'est pas parfait. Tu es authentique, tu es transparent. T'es pas un robot. T'es pas un robot, ouais. Et après, pour le nombre de vidéos qu'on peut envoyer par heure, jour, nous, au début, on en envoyait 4, 5, 6 par heure. Okay. Les meilleurs, ils arrivent à en envoyer 9, 10. Donc, quand tu fais vraiment de l'audit toute la journée, je sais pas, de l'audit SEO, on en fait un peu, de l'audit SEO toute la journée, bon, bah, tu crées des mécanismes, des automatismes tout de suite qui te permettent de prospecter beaucoup plus rapidement. Néanmoins, c'est très compliqué de faire de la prospection vidéo toute la journée. Parce que... ça t'épuise mentalement. Psychologiquement. Déjà que faire de la prospection téléphonique toute la journée, c'est pas tout le monde qui va le faire, il faut avoir un peu sous la ceinture. Bah là, prospection vidéo, c'est une demi-journée par jour, par semaine. Non, une demi-journée chaque jour, c'est déjà pas mal. C'est vrai, ok. Bah écoute, c'est intéressant. Là, donc tu préconises sur les outils, tu l'as dit, Loom. Tu as d'autres... Moi, j'utilise Komodo, qui est un concurrent de Loom, mais que j'ai acheté à 50 € pour une licence à vie. Okay. Tu sais, sur AppSumo, tu sais, on a des logiciels qui apparaissent, qui sont des startups, mais ça te permet de faire la même chose pour beaucoup moins cher. Tu as d'autres outils comme ça Non, après, assez rapidement, quand tu as une vraie équipe de SDR ou de commerciaux et que ça commence à parler, il y a tout un système d'automatisation à mettre. Ouais. Donc après, c'est en fonction de la CRM, c'est vraiment par entreprise. Il y a un processus à créer par entreprise de comment l'intégrer. Le conseil général que je donnerais, c'est un élément à intégrer dans sa séquence. Okay, c'est pas juste j'envoie une vidéo et puis j'attends. Et basta, ouais.
on va éviter de l'envoyer en premier message ou en deuxième message. Néanmoins, on va l'envoyer au début de la séquence. L'objectif, c'est de créer ce biais de réciprocité, etc., relativement tôt. Et par la suite, pour faire tes relances téléphoniques, c'est assez simple de dire je vous ai envoyé un mini-audit il y a 3 jours, est-ce que vous l'avez bien reçu? Au moins, ça te donne un élément. J'ai essayé de vous... Ça casse j'ai essayé de vous joindre il y a 3 jours. Quoi. Ouais, vous m'avez envoyé un audit? Tout de suite, ça charge dans le mail, etc. Ok. Et je sais que je le fais pas moi, mais je sais que maintenant tu peux mettre des call to action dans ces vidéos, par exemple un lien Calendly. Tu le fais toi ça ou pas du tout Oui, tu peux le faire, t'as rien à perdre de le faire. Bon, après ça dépend beaucoup de ta cible. Quand tu vises par exemple des gens dans le bâtiment, est-ce qu'ils vont le voir sur ton CTA? Est-ce qu'ils vont réussir à prendre le... Tu peux le mettre, t'as rien à perdre à le mettre, mais ça doit pas empêcher la relance par la suite, quoi. Ok, bah écoute, ça fait déjà 2 bonnes pratiques à essayer en tout cas dans vos prospections. L'intégration de ChatGPT avec les outils dont Raphaël vous a parlé, l'intégration de vidéos personnalisées aussi dans votre semaine de prospection. Ça, il faut alterner, tu l'as dit. Et tu voulais aussi nous parler, alors là je vais être en mode découverte, je ne connaissais pas ce principe, tu voulais nous parler aussi de l'importance de prospecter par tiers. Alors est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est prospection par tiers? Toutes les informations que je viens de te donner là, c'est des informations que je donne à beaucoup de mes clients. Et en fait, quand ils voient tout ça, ça fait une grosse charge de travail, une grosse charge mentale, et ils ne savent pas par où commencer. Et donc pour commencer, moi je leur dis souvent d'organiser leur prospection par tiers. Donc on pense souvent, c'est souvent tiers 1, tiers 2, tiers 3. Et l'objectif en fait, c'est de prioriser sa prospection. Donc tu vas regarder quelle est ta cible, ton ICP, quel est ton persona, et tu vas créer un tiers 1 qui vont être peut-être tes top 50 prospects, top 100 prospects. Allez, si tu as à voir en fonction du nombre de commerciaux que tu as. Mais voilà. Et eux, tu vas dire, on met tous les moyens. Donc, on va les inviter au salon, on va faire des vidéos d'audit, on va personnaliser, on va envoyer des messages LinkedIn, on va les appeler, on va appeler l'assistant, on va tout faire. Voilà, envoyer des lettres. On va faire du public postage, voilà quoi. Multifond, multiformat, multicanal, toujours la même chose. Et après, tu vas créer un tiers 2 qui est peut-être le top 2000 clients potentiels. Et un tiers 3 qui va être le top, je dis n'importe quoi, 10 000. Et en fait, l'objectif, c'est de se dire que tu ne veux pas mettre autant d'énergie, de moyens financiers et humains sur ton tiers 1 que sur ton tiers 2 ou ton tiers 3. Ok. C'est intéressant parce que moi, je suis partisan aussi, quand j'accompagne des boîtes ou des startups dans la vente, je leur parle beaucoup de sprint de prospection, qui rejoint un peu ton tiers 1, c'est-à-dire vous allez prendre les clients idéaux de votre portefeuille. On va essayer de trouver à peu près 100 clients similaires, ou 50 si c'est un marché plus petit. Et on va faire ce que tu as dit, beaucoup d'efforts sur ces clients-là. Mais c'est vrai que du coup, on oublie un peu le deuxième et troisième tiers dont tu parles, de gens qui sont peut-être un peu plus éloignés, mais qui pourraient être intéressés aussi par son offre, et où tu pourrais quand même les contacter avec des démarches de prospection moins intenses, moins travaillées. Donc, on a compris, le premier tiers, tu mets tous les efforts. Deuxième tiers, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi? C'est mail, LinkedIn, téléphone? Possiblement, ouais. Possiblement. Peut-être moins de vidéos de prospection. Ou tu fais les vidéos de prospection sur ton tiers 2 une fois que tu as fait l'intégralité de ton tiers 1. Oui, ok. Mais ouais, c'est ça. C'est voir en fonction de... C'est très dépendant du secteur où tu es, de ton positionnement, etc. Mais réduire les efforts, encore une fois, pour chacun des tiers. Ok. Et tiers 3, ça peut être... Peu importe, de l'ADS, ouais. Ça peut être de l'ADS, ça peut être que du mailing, ça peut être de l'événementiel. Là, du webinar aussi. Là, l'objectif, c'est de trouver quelle est une action, mais qui peut avoir un maximum de retour. Ok. Et là aussi, j'imagine, tu compares un peu les ratios, les retours. Est-ce que là aussi, tu peux nous dire... tiers 1, on peut avoir tel taux de réponse en général. Enfin, là, tu vas me dire, ça dépend aussi de l'industrie. Mais en gros, globalement, tu fais du x2 sur le tiers 1 peut-être, de taux de réponse En toute transparence, j'ai pas les chiffres. Parce que souvent, le tiers 1, ça va être des grosses entreprises, des gros outils avec des processus de vente sur, je sais pas, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Alors que ton tiers 3, ça va être peut-être des petites TPE qui, elles, vont signer en 3 semaines, 1 mois. Donc, que ça soit sur ton processus de vente, le taux de réponse, pareil, c'est beaucoup plus facile de joindre un dirigeant, un directeur marketing, par exemple, d'une petite TPE que le CMO d'une grosse outil, quoi. Ok, donc tu peux aussi diviser tes tiers avec finalement le potentiel de chiffre d'affaires de tes prospects
Donc, qui va dépendre aussi de la taille dont tu as parlé. Donc, ça peut être aussi une stratégie de dire là où je concentre mes efforts, c'est là où il y a le plus d'argent finalement. Ouais. Et ensuite, tiers 2, tiers 3, ça va être des boîtes plus petites. Ça peut être ça aussi la stratégie, quoi. Ouais, Ça dépend, tu me diras encore. Oui, ça dépend toujours, mais bon, j'ai une recommandation générale, et ça, je l'ai appris quand j'étais chez Trustpilot dans mon VP, c'est que vraiment, les grosses entreprises, vraiment le client que tu rêves de signer, c'est la cerise sur le gâteau. Mais c'est pas le gâteau. Oui. Ton gâteau, c'est le tiers 2, en fait. Parce que tu veux pas passer ton temps à signer des clients qui mettent 2 ou 3 ans à signer. Ouais. Parce que si tu veux signer une entreprise du CAC 40, ça ne signe pas en 2 semaines. Oui, et puis c'est souvent un gros défaut qu'on a quand on crée sa boîte, ou même peut-être quand tu as des boîtes existantes, c'est que tu veux signer des logos. Ouais. Et en fait, tu perds beaucoup de temps et d'énergie à les signer, et c'est pas ça qui te rapporte de la rentabilité. Alors qu'au début, ce que tu veux, c'est du cash. Et le cash, il est plutôt dans le tiers 2 et le tiers 3 que dans le tiers 1. Et donc plutôt des boîtes inconnues par le grand public, inconnues au bataillon. Mais bon, c'est une réaction plutôt, comment dire, c'est normal en fait quand tu y penses, parce que tu te dis, ok, j'ai un produit, ok, qui je vais démarcher, et puis tu penses tout de suite aux boîtes qui sont médiatisées en fait. Donc que ce soit des grosses boîtes du CAC 40 ou des boîtes qui sont les startups qui font beaucoup de médias sur LinkedIn et autres, et du coup tu penses à elles, mais en fait c'est des boîtes qui sont ultra démarchées. Sursollicitées. Je pense au Next 120 par exemple. Ouais, et puis on a toutes ces licornes françaises, on a tout le luxe en France, tout ce qui est assurance, banque. Et moi j'en ai eu quelques-unes des entreprises qui me disent, bah voilà, ça fait 3 ans, elles ont un super outil génial, mais ça fait 3 ans qu'on existe, qu'on fait de la prospection. Voilà, on est rentré dans telle banque, on est rentré chez Total, on est rentré, mais pour l'instant, c'est dans le processus. Et là, on n'a plus de cash. Et il faut qu'on rende du cash dans les 6 prochains mois, parce que sinon, on est obligé de fermer. Ouais, elles ont oublié que la France, c'était d'abord un tissu de PME. Exactement, ouais. Qu'il y avait beaucoup de PME en France, quoi. Exactement. Et c'est vraiment là où nous, on axe beaucoup notre prospection. C'est sur les entreprises qui font entre 100 et 1000 personnes, qui ne sont pas sursollicitées. Et encore une fois, si tu as un bon ciblage, un bon positionnement, etc., c'est des personnes qui répondent et qui sont prêts qui n'ont pas peur de faire des investissements de milliers, dizaines, centaines de milliers d'euros, quoi. Ok, donc plutôt le mid-market, ce qu'on appelle le mid-market. Désolé pour l'anglicisme, hein, il y en a beaucoup dans ce podcast. Écoute, on arrive à presque 35 minutes d'interview, Raphaël, ça passe vite. Ouais. Est-ce que tu as des choses à ajouter sur ces sujets d'ultra-personnalisation dans la prospection? Est-ce qu'il y a des choses qu'on a oublié de dire dans ce podcast? Est-ce que tu vois toi aussi des choses qui évoluent en ce moment sur ce marché? Je pense que ça bouge très vite. Il y a 2-3 ans, il y a tout le monde qui disait qu'il fallait faire des audios sur LinkedIn. Ah oui, c'est vrai. Il y a 1 ou 2 ans. Nous, les quelques tests qu'on a fait récemment montraient que ça n'impactait pas très positivement les séquences. Ah ouais, je crois que j'écoute plus les audios qu'on envoie sur LinkedIn. Trop reçu. J'en ai reçu beaucoup, et puis c'est un peu comme les vocaux, tu sais, à bout d'un moment, tu te dis, juste, je vais devoir passer 2 minutes de mon temps, je sais pas ce qu'il va y avoir dans le message. Ouais. Donc je les écoute de moins en moins. Ouais. Ça finit en non lu, j'écouterai plus tard, et puis 6 mois plus tard, tu vois qu'il te renvoie un message. Ah mince, je devais écouter son vocal. Ouais. Non, rien pour répondre à ta question. Je pense que les choses changent beaucoup avec l'intelligence artificielle, la vidéo. On n'a pas encore attaqué le sujet du deepfake, mais on va bientôt commencer à pouvoir faire de la prospection avec le deepfake d'ici 2-3 ans. Donc ça va être aussi une révolution. Je pense qu'il faut rester très curieux en fait, sur l'ensemble de ces sujets. Tester, générer de la data, interpréter cette data, et puis en apprendre, quoi. Ouais, et je pense qu'il y a un combo, tu parles de deepfake, mais maintenant tu as des outils IA qui te permettent de te filmer une fois, par exemple là on est filmé, et de reproduire des vidéos avec des textes tout simplement qui reprennent l'image de toi. Et ça, je pense, du coup, quand tu parlais tout à l'heure de première phase, faire des messages automatisés et personnalisés grâce à l'IA, grâce à ChatGPT, et d'un côté faire des vidéos personnalisées qui, mine de rien, prennent du temps, tu pourrais imaginer, j'imagine, à un moment donné, de combiner les deux. Tu as les messages rédigés par l'IA qui envoient en fait le message à cet outil. Je n'ai plus le nom en tête, hein, mais vous l'avez sur la chaîne de Shubham, tu sais, qui fait des vidéos sur l'IA. Et ça créerait des vidéos où la personne parlerait de ta boîte, mais ce seraient des vidéos en fait créées de toutes pièces par l'IA. Il y a sans doute plein de choses à faire là. La difficulté qu'on voit sur ces outils actuellement, c'est que c'est des outils qui sont très américains. Ouais. Et donc les voix sont très américaines.
Ouais. Alors, il y a justement 2-3 startups françaises, je me souviens plus des noms, mais qui ont vu ça et qui essayent de se mettre dedans. Mais c'est compliqué d'avoir l'accent français avec la tonalité française, etc. Ouais, mais ça va arriver. Ça va Mais arriver. ça va arriver, c'est une question de mois, si ce n'est d'années. Mais... Ok. Bah écoute, merci. Donc vous avez compris, hein, si vous n'avez pas de résultats aujourd'hui dans vos prospections ou des résultats décevants, c'est sans doute qu'il y a un manque de personnalisation. Et donc bah, j'espère que cet épisode va vous aider. Et puis si vous bloquez, n'hésitez pas à appeler Raphaël pour aller plus loin, quoi. Avec plaisir, avec plaisir. Toujours un plaisir de transmettre toutes les connaissances. Un sujet qui est passionnant et qui est... il y a beaucoup de questions, d'interrogations et de passion à ce niveau-là, donc avec plaisir. Ok, mais avant de clôturer cet épisode, j'ai encore des questions pour toi, Raphaël. C'est les fameuses questions de la fin. Question ping-pong. Est-ce que il y a une chose sur laquelle tu as passé beaucoup de temps dans la vente, le growth hacking, l'entrepreneuriat, et que tu me déconseillerais de faire? S'il y a vraiment une pratique, tu t'es dit, là, j'ai vraiment passé beaucoup de temps, j'aurais pas dû, quoi. Je pense que avant de me lancer en tant qu'entrepreneur, j'ai passé trop de temps à me former. Okay. J'ai cherché à savoir trop de choses sur trop de choses. Vraiment. Et j'ai un peu ce cerveau qui cherche à préparer au mieux chaque rendez-vous, chaque chose. Et en fait, impossible de se préparer à l'entrepreneuriat, quoi. Et je me rends compte que j'aurais dû me lancer beaucoup plus tôt parce que le fait de se lancer, t'apprends 10 fois plus vite que ce que n'importe quelle formation peut te donner dessus, quoi. Ouais, donc jetez-vous à l'eau, c'est comme ça qu'on apprend, quoi. Ouais, exactement. Okay. Et c'est comme ça, pareil, j'attendais d'avoir l'idée pour se lancer, vraiment la grosse idée qui allait changer le monde. Au final, j'ai lancé une agence digitale et tu te rends compte qu'en fait, les idées, elles viennent mais au fur et à mesure. Au fur et à mesure, quoi. C'est qu'une fois que tu es dedans. Ouais, tu discutes avec tes clients, tu te dis, ah bah là, il y a peut-être quelque chose à faire pour résoudre ce problème. Et tu finis par développer, comme on disait, des outils internes qui peut-être pourraient être commercialisés ou être une boîte à part entière, quoi. Enfin, là, rien que là, pendant ce podcast, on a évoqué je ne sais pas combien de situations où il n'y a pas d'idée, d'outils, il n'y a pas de processus, mais il y a un besoin qui va se créer, qui est déjà actuel et qui va peut-être se créer dans l'avenir, quoi. Ok, bah écoute, merci. Est-ce qu'il y a un changement d'état d'esprit que tu as fait, mais beaucoup trop tard? Est-ce qu'il y a quelque chose, une prise de conscience à un moment donné sur l'entrepreneuriat ou la vente, tu te dis, ah ça, si je l'avais eu un peu avant, ça m'aurait bien aidé? Je parlais à des commerciaux, donc il faut que je fasse attention à ce que je dis, mais okay. Non, je pense que j'ai découvert assez tardivement la vente par la question. Avec le spin, le fait que vendre, c'est pas de bien parler, mais c'est vraiment de poser les bonnes questions, d'écouter et de rebondir sur ce qui t'est dit. C'est d'orienter. Pour moi, la vente, c'est de faire du conseil avant tout. La transparence, tout ça, c'est des choses que j'ai appris assez tardivement. On me disait que bien vendre, c'est faire une belle démo, bien présenter l'outil, etc. Alors que c'est pas du tout ça, quoi. C'est poser les bonnes questions, bien écouter, voir quelle est la problématique du client, quels sont ses impacts, et voir si tu peux l'aider. Ouais, et c'est vrai qu'on pourrait appeler ce podcast l'héros du conseil. C'est vrai que cette posture de conseil, elle est intéressante. Si vous êtes en manque un peu d'inspiration pour créer vos propres questions, il y a un épisode dans le podcast qui s'appelle le pouvoir des questions. Okay. Donc, qui date un peu, mais qui est toujours d'actualité. Et vous avez toujours le playbook sur le site web Les Héros de la Vente, où là, il y a plein de questions dans les différentes stades de découverte, de closing, etc., que vous pouvez reprendre à votre compte. Donc, ça, c'est toujours un conseil pour les commerciaux, c'est vraiment d'affiner ces questions comme un artisan, finalement. Ouais, souvent, il y a la théorie et après, il y a la pratique. Et souvent, tu vas préparer tes questions à l'avance. Et une fois que tu l'as posée, tu vas faire non, ça fait bizarre quand je la pose. Donc, tu la réajustes. Il y a toujours cette phase de test and learn, mais ça, poser la question, quoi. Poser la question. Ok, merci Raphaël. Alors ça, je sais que c'est une question qui peut bloquer pas mal d'invités. Ils ont besoin toujours d'un petit temps de réflexion. Est-ce qu'il y a un achat de moins de 100 € qui a changé ta vie, Raphaël? Je sais que tu m'as dit en épisode que tu avais plein d'idées. J'ai plein d'idées, mais aucune n'est sérieuse. Donc je vais rester... Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui t'a dit ChatGPT? Je sais pas, non. Trop facile. Trop facile. Ouais. Trop facile.
Surtout que tu utilises ChatGPT version gratuite. Donc, Ah non, je l'utilise pas en gratuit. Hein. Ah, ok. Non, pour les séquences, on utilise le 3, mais nous, Ok, on a le toi, 3 et le 4. Ok. On commence à mettre Mistral et tout ça par-dessus. Ok. Je me souviens quand même de ma première séquence de prospection automatisée. À l'époque, je l'avais fait avec Instantly. Ok. Je sais pas si c'est un outil que tu connais. Ouais, bien sûr. Il venait de se lancer Instantly. Je parlais avec le DG, c'était fou. Et que j'avais eu un taux de réponse qui était de 30%. Et je me disais, c'est l'avenir et tout ça. C'était la bonne époque. C'était la bonne époque, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, mais ça s'est tellement popularisé. Et je pense que c'est devenu nécessaire pour tout le monde d'utiliser un outil d'automatisation, pas forcément Instantly, mais c'est devenu tellement compétitif. Tout le monde fait de la prospection maintenant. Ouais. Écoute, moi, c'était en 2018, je crois, ou 2019. C'était un outil qui s'appelait Meet Alfred. C'était une sorte de Wallaxy, en fait, sur LinkedIn, où tu faisais des messages automatiques sur LinkedIn. Okay. Et pour moi, pareil, c'était la révolution dans la vente. J'étais là, waouh, incroyable. T'avais un taux de réponse incroyable, débile. C'est l'époque où les gens acceptaient à 70% les invitations encore. C'est ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, on revient sur notre épisode d'aujourd'hui où ça suffit pas, ça suffit plus. Il faut remettre de l'humain dans ces prospections. Écoute, merci. Très bien. Il me reste une question. Tu as une carte blanche pour inviter quelqu'un dans le podcast. Tu invites qui ? J'inviterais... Si je dis Jordan Belfort, tu pourrais l'inviter ou c'est un peu complexe ? Non, il va falloir le switcher en anglais, mais pourquoi pas, ouais. Non, plus sérieusement, je dirais j'inviterais mon ami Guillaume Pantier, country manager France de Trustpilot, qui est peut-être le meilleur commercial que je connaisse et qui a fait un sacré bonhomme de chemin. Ouais, et puis Trustpilot, c'est une belle boîte. Donc, avec plaisir, si tu as le contact, on l'invitera. Et on parlera de tout ça. C'est vrai que je ne connais pas tellement leur aventure à Trustpilot. Et leur business model non plus, finalement. J'imagine que c'est de l'ADS. Pas vraiment. Grosso modo, tu génères des avis clients. Et ces avis clients, si tu les mets aux bons endroits sur le parcours d'achat du client, ça optimise ta conversion. Ok, donc c'est plutôt les boîtes qui payent pour avoir... Pour accéder à l'iframe, donc la petite box d'avis, et pour les mettre sur le site internet. Et moi, j'ai bossé là-bas en 2016-2017, et on était 250, j'étais à 20 mètres du bureau du DG, et puis maintenant, c'est une entreprise qui est en bourse et tout ça, donc ils ont fait un beau parcours, et c'est une super entreprise pour laquelle travailler. Moi, j'ai appris beaucoup de choses là-bas, donc ouais. Ok, écoute, avec plaisir pour être mis en contact et pour en savoir plus sur cette belle aventure. Raphaël, merci beaucoup pour l'épisode. Si les auditeurs veulent te contacter pour justement personnaliser leur campagne, comment on fait pour te contacter ? Je pense que le plus simple, c'est de me trouver sur LinkedIn. Ouais. Sinon, sur le site de l'agence. Mais LinkedIn, je suis assez présent. Donc... Tu réponds sur LinkedIn. Ok, écoute, merci Raphaël. Retrouvez l'épisode sur toutes les plateformes de podcast et maintenant aussi sur YouTube. N'hésitez pas à aller sur leshéroesdelavente.com où vous aurez tous les épisodes, la newsletter, tout le contenu, je le mets là-dessus. Et puis, on te souhaite de belles ventes, Raphaël. Et puis, en plus, tu vas aller un peu travailler au Maroc. Donc, tu vas découvrir aussi un sacré pays où là, il y a plein de choses à faire aussi, quoi. Et puis, beaucoup de techniques de vente aussi à apprendre des Marocains, assez connus pour ça. Ouais. On fera un deuxième épisode sur le sujet. Avec plaisir. Merci Raphaël. Merci à toi.